Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmari. Ce que j'aime, quand je suis arrivée à Paris la première fois, quand j'ai eu mon poste, mes amis de Nouvelle-Calédonie, ils m'avaient dit oh, bon courage, hein, Paris c'est dur. Hein. Alors que tous mes amis d'Australie, c'était genre oh my god, Paris! C'était pour eux, c'était le rêve. Ils se disaient c'est super, c'est génial, tu as eu ce poste. Donc pour moi, c'est vraiment ça un peu la division. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 8e épisode des podcasts d'Azmari. Je suis Marine, bénévole de l'association Azmari. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Coralie. Coralie est franco-australienne, elle a grandi en Nouvelle-Calédonie, elle vit en France depuis quelques années. Très bonne écoute. Je m'appelle Coralie, aujourd'hui j'ai 28 ans. Je suis née en Nouvelle-Calédonie, qui est aujourd'hui une collectivité d'outre-mer de France. Mes parents, ils sont australiens. Mon père est venu en Nouvelle-Calédonie en 1985 pour son travail. Et ça devait être juste un contrat de 2 ans, mais ça a duré... il renouvelle ce contrat depuis 30 ans maintenant. Et j'ai donc grandi en Nouvelle-Calédonie avec 2 sœurs. Et par la suite, j'ai fait mes études en Australie, proche de ma famille, de mes grands-parents, de mes tantes. Après mes études en Australie, j'ai fait un master en Écosse et par la suite, j'ai eu mon premier poste à Paris. Donc moi, je suis née de parents australiens, donc je suis née australienne. Je suis devenue française à l'âge de 13 ans, car à ce moment-là, ma mère, elle a postulé pour la nationalité française. Et à cette époque, je trouve que c'est intéressant, c'est que tu ne pouvais pas avoir 2 passeports en Australie. Donc elle avait fait le choix de laisser tomber son passeport australien pour essayer d'avoir le passeport français, pour nous laisser le choix de quelle nationalité on voulait choisir. Car à l'époque, on allait à l'école française. J'ai appris à lire et écrire en français avant l'anglais. Mais par la suite, en fait, la loi elle a changé et du coup, on a pu avoir les 2 passeports en même temps. Et moi, j'avais 13 ans à l'époque. Bizarrement, ma grande sœur, elle a eu à la naissance la nationalité française. Et quand je suis née, ils me l'ont pas donnée, donc ma mère, elle a rien dit. Et on a continué. Et c'est à 13 ans que j'ai eu la nationalité française et ma petite sœur aussi. Et depuis, après, mon père, il a postulé aussi. Donc maintenant, on est tous binationales. On m'avait posé la question si je me définissais comme une migrante. Et c'est vrai, je bouge, j'ai voyagé pour le travail. Je suis aujourd'hui à Paris pour mon travail. Donc je peux me considérer comme immigrante économique en quelque sorte. Car c'est vrai, en Nouvelle-Calédonie, quasiment tout le monde part après le baccalauréat. On peut avoir le baccalauréat français en Nouvelle-Calédonie, mais il faut partir pour avoir des études supérieures. Il y a une université en Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas la meilleure. Souvent, beaucoup de personnes partent. Il y a une école de commerce aussi, mais les personnes vont souvent partir, au moins même pour leur première expérience de travail. La majorité partent, mais il y a des gens qui restent pour faire les études et ils restent et ils travaillent. Il y a aussi un système de bourse. Donc, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie propose des bourses pour faire leurs études aux étudiants pour aller étudier en France, mais à condition qu'ils reviennent et travailler sur le territoire de Nouvelle-Calédonie pendant 5 ans après environ. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais l'option d'aller faire mes études en Australie. Mes parents m'ont élevé dans un peu une culture australienne, mais j'ai jamais vraiment vécu là-bas. Donc pour moi, c'était un peu un choix un peu évident parce que aussi c'était plus proche de la Nouvelle-Calédonie. Je pouvais rentrer plus facilement que de venir en France. Et là, j'ai pu découvrir un peu cette culture australienne, vivre vraiment dans une culture australienne que j'avais jamais vraiment connue. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis posé beaucoup de questions identitaires parce que en Nouvelle-Calédonie, quand j'étais à l'école, on m'appelait j'étais l'Australienne. Pour tout le monde, j'étais l'Australienne. Donc ça m'allait, voilà. Mais je parle anglais à la maison, mes parents ils parlent anglais. Et donc ma première année d'université à Sydney, donc les gens me venaient tu viens d'où, t'as fait où ton école, ton lycée, c'est un peu les questions que tu poses ta première année d'université. Et j'ai dit je suis australienne et j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Et là on me disait non, t'es pas australienne. Et c'est là où je pense que beaucoup de questions ont été soulevées et que j'ai un peu fait ce travail de comprendre mieux c'est quoi ça. J'ai un peu un pied un peu partout dans le monde, on va dire.
J'avais une grand-mère qui était à Sydney, donc le week-end j'y allais, donc c'était un peu ce luxe de pouvoir visiter la famille. Et j'avais une autre grand-mère qui était dans les Blue Mountains, donc c'est à 1 heure, 2 heures de Sydney. Et j'avais des oncles, mais je les voyais qu'une fois par an, donc j'ai dû apprendre à les connaître aussi. C'était aussi un autre... Donc c'était super, mais ouais, c'était aussi un peu à réapprendre à connaître ce côté de moi-même aussi. Ouais. Donc à la fin de mes études, j'avais fait une licence de sciences à Sydney. J'ai eu un stage en Tasmanie, donc c'est l'île au sud d'Australie. Donc je faisais des statistiques, je modélisais une population de baleines. Donc en écologie, c'est des statistiques écologiques. Et il y avait un groupe de chercheurs qui avaient créé ces méthodes qui étaient dans une université en Écosse. Donc j'étais très intéressée par ce domaine et je voulais pousser un peu plus dans mes études. Donc j'ai postulé pour ce master. Aussi, une chose, c'est qu'en Australie, ils rêvent d'aller en Europe. Ils ont ce rêve d'aller voyager, de voir le monde, de visiter. Et ils me disaient que je me rendais compte de ma chance d'avoir la nationalité française, de pouvoir vivre et travailler en Europe, en fait. Et ça, je me suis vraiment rendu compte en Australie. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est pas aussi... Ça vend pas autant de rêves que pour les Australiens et l'Europe. Enfin, pour beaucoup de mes amis en Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt, tu vas faire tes études, mais tu rentres en Nouvelle-Calédonie après. C'est moins, tu vas pas faire ta vie forcément en Europe. Je veux pas dire que c'est tous mes amis qui vont rentrer après. Il y en a qui restent en France, qui vont faire leur vie. Mais c'est un peu ce côté, c'est vraiment dur. Tu viens d'une île tropicale et tu pars vraiment à l'autre bout du monde. Pour rentrer, il faut minimum 2 avions. Ça coûte très cher. T'es vraiment déconnecté, quoi. Donc, à moins d'avoir vraiment un projet personnel, ouais, c'est rare que les personnes restent en France ou aient envie de rester en France. Ou à moins d'avoir de la famille, en fait, en France. Je me voyais pas vivre à Paris. Quand j'ai accepté ce poste, c'était plus pour le poste et moins pour la ville. J'ai eu un poste de data scientist à Paris, donc c'était mon premier poste après mon master. Et en fait, à l'époque, quand je postulais pour mon premier travail, je regardais un peu partout et j'étais très intéressée par Berlin ou Madrid. J'étais curieuse de vivre dans un pays où je parlais pas la langue, juste pour un peu, de découvrir une autre culture. Et Paris, c'était pas forcément la ville où je me voyais vivre, dans les années entre 20 et 30 ans, car je voulais un peu voir autre chose, parce que pour moi, j'avais un peu connu la culture française, donc ça, je voyais pas pourquoi. Mais au final, il y avait des négatifs et des positifs à la fois, parce que du coup, c'est beaucoup plus confortable de venir dans une ville où tu parles la langue et tu connais un peu la culture et que voilà. En Nouvelle-Calédonie, tu as les pharmacies, tu as exactement les mêmes choses, les mêmes Super U, casinos. Donc je connaissais déjà, c'était familier. Mais les côtés négatifs, c'est que vu que je venais de loin, ça se voyait pas que je venais de loin en fait. Les gens s'en rendaient pas compte. Même alors qu'on est une petite boîte, on est 10 personnes dans notre boîte, ils s'en rendaient pas compte que j'habitais à 22 000 km de ma famille. Ça m'a mis bien une bonne année pour m'adapter à Paris, je pense. Après, peut-être c'est parce que c'était aussi mon premier poste, mon premier travail. Je venais en Écosse, j'étais dans un petit village en bord de mer, c'était tout petit. Donc c'est peut-être aussi de revenir dans une grande ville. C'était l'année après les attentats le 15 novembre 2015. Donc je trouvais que c'était très oppressant l'ambiance à Paris. Il y avait beaucoup de militaires un peu partout. Et de reprendre un peu mes pieds. Et c'était aussi, le côté un peu positif, c'est que en fait à Paris, je trouve beaucoup de gens de Nouvelle-Calédonie. Parce qu'ils viennent tous... c'est vraiment un lieu de passage. Donc j'ai un peu redécouvert... Ça faisait 6 ans que j'étais pas dans un pays francophone, donc j'ai dû un peu redécouvrir cette partie de moi. Pour moi, c'était un choc multifacette. C'était pas juste Paris, on va dire. Chez moi, ça c'est une bonne question, parce que je me suis rendu compte que ça fait autant de temps que j'ai vécu en Europe que j'ai jamais vécu en Australie. Et Nouvelle-Calédonie, je dirais pas que je me sens chez moi. C'est l'endroit où j'ai grandi et c'est très précieux et ça resterait toujours l'endroit où j'ai grandi et que je me suis forgée, tel que je suis aujourd'hui. Mais je pourrais jamais dire que ça m'appartient. Surtout qu'en ce moment, il y a des discussions en Nouvelle-Calédonie d'une indépendance qui va venir un jour. Donc c'est un lieu qui va changer. Elle ne ressemblera plus à ce que j'ai... elle ne sera peut-être plus ce qu'elle était. Mais chez moi, je pense que c'est partout où je me sens confortable et en paix, on va dire. Je pourrais pas dire un lieu précis. Donc la Nouvelle-Calédonie se situe dans le Pacifique Sud, entre l'Australie et le Vanuatu.
et aussi est proche de Fidji. Moi, j'aime bien la décrire comme une baguette. Elle ressemble à une baguette. Elle fait 800 km de long environ et 50 km de large. Donc ça, je dis baguette parce que c'est une anecdote. Ma grande sœur, quand elle est venue faire ses études en France, on lui a offert un pendentif de la Nouvelle-Calédonie en or. Et quand elle est arrivée en France, on lui disait « Ah, votre père est boulanger !» Et non, c'était juste la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il y a des îles Loyauté qui sont magnifiques, que j'ai pas toutes visitées d'ailleurs. Et la moitié de la population habite à Nouméa, où j'ai grandi, qui est la capitale de la Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, donc ils se nomment les Kanaks. Si je ne me trompe pas, ils sont environ 35 ou 40% de la population. Et la majorité, c'est dans le nord de la province nord de Nouvelle-Calédonie. C'est les autochtones de Nouvelle-Calédonie. Et c'est eux qui sont plus dans le parti indépendantiste politique en ce moment, qui poussent le parti indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie. Après, il y a ce qu'on appelle les Caldoches, ce qui sont les anciens colons européens qui sont venus, qui étaient des bagnards initialement. Et maintenant, ils ont beaucoup des terres plutôt sur la côte ouest. Et on appelle un peu, c'est des sortes de cow-boys un peu. Ils ont des grandes fermes, ils élèvent des bœufs. Il y a une grande population de cerfs. On appelle cerfs en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, et donc la chasse est autorisée et même encouragée. Donc ça, c'est les deux, on va dire, un peu majoritaires, groupes majoritaires. Après, il y a 5% de Vietnamiens qui sont là. Peut-être, je ne dis pas les bons pourcentages, mais il y a aussi des groupes de Wallisiens et Futuniens. Donc c'est un autre territoire français, et c'est une statistique, je pense, c'était il y a quelques années que j'ai entendu cette statistique, qu'il y a plus de Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie que sur l'île de Wallis et Futuna. Car c'est une petite île, et en fait, vu que l'économie de Nouvelle-Calédonie, c'est l'une des meilleures dans la région, beaucoup de personnes viennent travailler et vivre en Nouvelle-Calédonie. Et aussi le fait que Nouvelle-Calédonie, c'est quand même une grande île par rapport aux autres îles du Pacifique. Donc est-ce que je me sens en phase avec les Français de métropole ? Je pense que c'est oui et non. Oui, parce qu'au final, j'ai fait collège et lycée français, j'ai dû faire le baccalauréat français. J'ai appris tout sur la France, sur l'histoire, d'où est ma raison, pourquoi aujourd'hui j'aimerais bien voir l'Europe par mes propres yeux, et pas à travers des livres d'histoire. Donc ce côté-là, je me rends compte que j'ai vraiment une culture, d'avoir fait une éducation française, j'ai vraiment une culture de l'Europe. Et je me suis rendu compte en Australie, car en Australie, c'est pas obligatoire d'apprendre l'histoire ou la géographie, comme nous, on a dû le faire au lycée. Mais après, il y a des points où... le côté où je trouve difficile, surtout en France, c'est que c'est ce fait de ne pas comprendre, d'être loin. Mais, c'est pas la faute... c'est juste la situation où on est, en Nouvelle-Calédonie, qu'on doit partir pour avoir des meilleures opportunités. Et je pense que ça, c'est dur à comprendre quand tu viens d'un pays où tu as tout à portée de main. Et tu te rends pas compte des petits sacrifices, le fait de pas passer Noël, par exemple. C'est des petites choses, mais au final, c'est des petites choses qui peuvent être lourdes au bout d'un moment. Et si des personnes ne comprennent... tu peux pas comprendre si tu as jamais vécu d'être loin de ta famille ou loin d'un endroit qui t'est familier dans ce sens. Pareil, il y a beaucoup de choses qui choquent, je pense. Moi, c'était l'odeur aussi dans les métros. Juste le métro en général, je trouve ça m'a bien pris 6 mois, je pense, de m'adapter au métro, parce que je devais aller au travail tous les jours, je prenais le métro 30 minutes. Et c'est fatigant, parce que le premier mois, je regardais tout le monde, je souriais, je disais pardon, merci. Et tu peux pas faire ça avec tout le monde, tu te fatigues au bout d'un moment. Donc il faut rester un peu dans sa bulle, et tu peux t'excuser, mais pas à chaque personne qui passe avec toi. Mais ça, c'est aussi peut-être lié que j'étais dans un petit village avant, donc j'étais plus proche avec les gens. Et là, il fallait juste, tu faisais partie, tu étais juste quelqu'un d'autre dans une masse de personnes. Et ça, je trouvais, c'était très éprouvant et long, le système de métro. Et en même temps, c'est juste incroyable aussi qu'on puisse vivre dans une ville qui marche comme ça et qu'il y a ces métros partout. C'est comme Paris, c'est ce que je voulais... Je me suis dit, Paris, c'est comme une passoire, en fait. Il y a les métros, il y en a partout. C'est incroyable que ça marche et que ça tourne toujours. Donc maintenant, je suis un peu plus... j'essaie de voir ça un peu plus poétiquement. Paris, c'est vraiment... C'est énorme. Il y a tellement de choses qu'on peut discuter. Il y a des belles et des choses très... L'inégalité que tu vois tous les jours. C'est dur de pas pas te laisser par la compassion pour tout le monde.
Le fromage. Pour de vrai, tu peux jamais trouver le rayon fromage au supermarché comme tu en trouves en France. Et de yaourt. Ça, c'est un truc, ouais, tu peux pas trouver le même. Ou une boulangerie, une bonne boulangerie. Après, je sais pas si c'est juste Paris, mais c'est le fait d'avoir plein de personnes de partout et tu peux avoir vraiment des idées. Ça, je trouve ça incroyable, que tu peux faire des rencontres géniales et tu peux parler de plein de choses et que tu as des idées un peu... J'ai beaucoup appris à Paris, en fait. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur le monde et pas juste d'une vision un peu microscopique de mon monde, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Calédonie. Je pense que pas mal de fois, on se regarde juste une petite vision du monde. Le racisme en France, pour moi... Je sais pas. Bah, j'en ai pas subi. Donc, vu que mes parents ils sont australiens, donc je ressemble à une Australienne et que mes ancêtres ils sont des bagnards d'Irlande et d'Angleterre. Donc, en fait, je ressemble à quelqu'un qui a grandi en France en soi. Et c'est ce qui m'avait un peu fait c'est marrant parce que c'est ce qui m'a fait de la peine quand j'étais arrivée parce qu'on pouvait pas voir juste en me regardant que je venais de loin. Voilà, c'est ce que c'est. On peut pas savoir que j'ai grandi dans une île dans le Pacifique. Mais de ce que d'autres amis ont vécu, ouais, je crois que ça peut être dur d'être dans des situations, surtout dans le travail. Je pense quand tu veux essayer de monter ou de chercher des opportunités, je pense qu'il y a beaucoup de portes qui se ferment par rapport à des apparences ou à d'où tu viens. Et je trouve ça rude, surtout à Paris où tu penses que tout est possible. Ouais, c'est dur. Ouais. Donc la raison pourquoi je me suis investie dans Azmari, donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais à Paris et je voulais me porter bénévole dans une association mais en long terme, vraiment m'investir. Et j'ai trouvé qu'Azmari c'était juste à côté de chez moi, donc j'avais postulé. Et en arrivant en France, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait c'était juste après la crise migratoire en 2015. Donc je voyais beaucoup de monde dans les rues, je voyais dans les journaux qu'il y avait beaucoup de personnes qui demandaient l'asile. Et je voulais m'investir dans ce côté-là pour comprendre un peu, parce que j'ai jamais été exposée en face à ça. En Australie, tout est caché. Tous les demandeurs d'asile, ils sont enfermés dans des camps de rétention, donc on n'est pas forcément exposé. Donc là, je voulais un peu porter mon aide et comprendre un peu le parcours de ces femmes qui sont venues à Paris. Et aussi le côté, parce que j'avais commencé à Azmari par la garde d'enfants, et c'est ce qui m'intéressait aussi, garder des enfants dans cette routine parisienne quand tu fais métro, boulot, dodo. Parce qu'il m'a beaucoup plu. Ouais. J'ai vu des copines danser le tambour, papine vahine, danser le et ça roule. Il paraît que l'amour se trouve sur les parcours de Cook et de Bougainville, destination les îles et ça roule. Roule, roule, roule. Culturellement, de ce que je sais à Nouméa, il y a une forme de ségrégation, surtout entre les Kanaks, ils ne sont pas forcément dans les quartiers les plus riches. À Nouméa, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'expatriés, ce qu'on peut appeler d'expatriés de grandes entreprises, qui se trouvent aussi dans ces quartiers plus chics, on va dire, de Nouméa.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de culture de kanak dans notre vie quotidienne, on va dire à Nouméa, dans la capitale. Par contre, si on va dans des tribus, des villages dans le nord, moi j'étais déjà invitée à assister au festival de l'igname. Donc l'igname, c'est un légume qui pousse sous terre. Et dans la culture kanak, c'est très important quand tu cultives la première, l'ouverture de la saison de l'igname, c'est de le manger tous ensemble. Malheureusement, j'ai pas pu y participer parce que comme beaucoup de choses se passent à Nouméa, pour partir, ça prend bien un week-end ou une semaine. Mais c'est des choses que si jamais je devrais retourner ou m'installer quelques mois, j'aimerais bien plus faire ce côté-là, découvrir plus la culture kanak aux alentours de Nouméa.